Alors, j'ai réouvert Anna sur le dossier que nous avons fait tout à l'heure, hein, avec des ventes, des services et biens divers, on avait des immobilisés et compagnie. Et donc, nous allons revoir ou découvrir les importations. D'accord? Alors, les importations, les impressions, pardon. Suite à une question que j'ai eue par email, on va donc pouvoir imprimer en format Word et en format PDF comme vous le savez peut-être déjà, mais on va pouvoir aussi effectivement exporter les tableaux qui sont dans Anna vers Excel. Alors là, on fonctionne un peu différemment et on va fonctionner tableau par tableau. Je m'explique. Je vais par exemple aller dans mes prévisions, ouvrir ma trésorerie et donc c'est en cliquant sur un tableau que je vais pouvoir l'exporter. Donc, par exemple, je clique sur la trésorerie n'importe où. Le dernier tableau sur lequel j'ai cliqué, par exemple trésorerie générale, menu déroulant, exporter le tableau avec le X de Excel, et il va m'ouvrir un Excel directement sur le côté. Il s'ouvre sur mon autre écran, je vais vous le faire basculer. Voilà. Hop. Voilà. Alors, en brut, sans formule et sans mise en page, évidemment. Hein. Donc on va se retrouver ici avec le tableau de trésorerie générale, par exemple, pour pouvoir éventuellement, je le prends comme ça, ouvrir un Excel brouillon sur le côté, entre guillemets. Hein. On va pouvoir les ouvrir absolument tous. Excel m'ennuie, hop. Voilà. On va pouvoir absolument les ouvrir tous, même les écrans de détail. Je prends par exemple, je sais pas, voilà, je veux le détail de mes frais de personnel au niveau de la trésorerie. Je double-clique sur la ligne pour avoir le détail comme on l'a vu tout à l'heure, hein, avec le paiement du salaire, du précompte et de l'ENSS. Je clique dessus n'importe où, tant qu'il y a une ligne qui est en fluo, en bleu. Exporter le tableau dans le menu déroulant. Et de nouveau, il va m'ouvrir un Excel. Voilà. Alors, dans les données, je prends par exemple, parce que c'est un qu'on pourrait se retrouver à faire facilement, dans les créances et dettes, je vais prendre l'écran de détail de mon crédit. Et donc ici, j'ai le menu, l'onglet de remboursement, pardon, avec mon tableau de remboursement mensuel. Je clique dessus n'importe où, menu déroulant, exporter le tableau vers Excel avec le X de Excel. Voilà, et j'ai mon tableau de remboursement qui s'ouvre dans Excel, ce qui peut toujours être intéressant pour faire un travail rapide dessus et voir comment ça peut évoluer. Ça va? Alors, pour les impressions de base, menu déroulant, impression. Le logiciel va vous proposer de sélectionner ce que vous voulez imprimer pour les résultats annuels et les résultats mensuels. Donc comprenez pour les résultats annuels, compte de résultats et bilan, comprenez pour les résultats mensuels la trésorerie. Donc ici, je vais tout prendre, mais on pourrait par exemple vouloir son compte de résultat sur 3 ans et la trésorerie mensuelle sur la première année, par exemple. C'est tout à fait possible. Ici, on va tout prendre et je vais valider. On arrive sur l'écran d'impression où là, je vais avoir deux choix. Soit je vais pouvoir imprimer en PDF en cliquant sur impression Anna, et là lorsque je cliquerai sur imprimer en haut à gauche, ça lancera un print to PDF hein, via la petite page d'impression. Soit je clique sur impression Word et là le logiciel va imprimer, générer un rapport Word qui va s'ouvrir dans la suite Office. Donc la petite parenthèse qui peut sembler bénigne, mais j'ai des clients des fois qui me téléphonent et qui ne font pas le lien, je suis tout à fait humain. Il faut Microsoft Office évidemment pour que ça fonctionne. Hein. Des fois, j'ai en assistance des gens qui me demandent pourquoi ça ne fonctionne pas, et puis en cherchant sur ordinateur, c'est simplement qu'il n'y a pas Microsoft Office. J'ai une question aussi par email. On parle bien de Microsoft Office de la suite Windows, donc tout ce qui est Open Office ou ce genre de choses alternatives, gratuites ou non. Ça ne fait pas un lien, Anna ne fait pas un lien avec. Donc il faut vraiment la suite Microsoft Office pour que ça fonctionne avec Word Office. Donc moi je vais garder impression Word parce que l'avantage évidemment de générer un Word, c'est que il est un peu plus sexy au niveau visuel. Enfin, c'est un avis personnel évidemment.
Mais je vais pouvoir le customiser évidemment. Je vais pouvoir le customiser une fois que le Word est ouvert, rajouter éventuellement du texte, des annexes, faire des sauts de page, mettre en paysage, en portrait. Voilà, on a des petits plus en termes de mise en page que sur un PDF qui serait figé via l'impression Anna. Alors, si je coche avec commentaires, il va imprimer les commentaires qu'on aurait éventuellement mis dans l'onglet, le bouton qui reste enfoncé commentaires. Si je ne le coche pas, les commentaires, comme on le disait tout à l'heure, vont rester dans le logiciel pour éventuellement communiquer entre collaborateurs sur l'élaboration du plan financier. Alors, par défaut, le logiciel, il va ouvrir, il va tout imprimer. Par défaut, il va tout imprimer, tous les écrans. Et donc si je clique ici par exemple sur page suivante, alors qu'on a fait un tout petit dossier ce matin, j'ai déjà par défaut 59 pages. C'est pas toujours ce qu'on veut. Et donc j'ai l'option ici sélectionner les écrans. Si je clique sur sélectionner les écrans, attention, ça fait mal aux yeux, ce sont tous les écrans du logiciel. Et donc je vais pouvoir choisir manuellement ce que je veux imprimer ou pas. Comprenez bien, c'est divisé en 3 colonnes. Prévision, c'est l'onglet prévision dans le logiciel où on va retrouver la trésorerie, le tableau de synthèse, la rentabilité, le compte de résultat, les bilans, les tableaux d'amortissement, de financement, par exemple. Données, c'est l'onglet données où on fait tout ce qui est encodage, donc c'est tout ce qui est données bilantaires, les produits et les charges. On va voir les frais de personnel et on va retrouver quand même ici ce qu'on retrouve dans l'onglet accueil, c'est-à-dire TVA, base imposable, taux et versement anticipé, affectation des bénéfices, si on veut dans les impressions, son paramétrage. Okay. Alors le suivi, c'est tout ce qui concerne l'onglet suivi qu'on va voir dans quelques instants, on n'en a pas encore parlé aujourd'hui. Alors ce sont chaque fois des petites imprimantes avec l'intitulé du tableau. Voilà par exemple la trésorerie, j'aimerais bien la trésorerie générale sans les échéanciers détaillés élément par élément. Donc j'enlève tous les échéanciers. Le compte de résultat, je le veux global et je le veux aussi détaillé pour le chiffre d'affaires et les 60, les 61, mais pas pour le reste par exemple. Voilà, et donc je peux, dans le détail de l'arborescence, faire des sélections comme je le désire. D'accord ? C'est un travail qui peut paraître un peu fastidieux, mais qui ne va pas être redondant spécialement, car vous allez pouvoir sauvegarder, en cliquant sur Sauver sous, vous allez pouvoir sauvegarder des modèles d'impression. D'accord ? Et en sauvegarder autant que vous voulez. Si moi je clique sur Importer, parce qu'on en propose et j'en ai évidemment sur mon ordinateur, on va se retrouver évidemment à surfer ici sur le logiciel. Et si je vais OneLight installer, de mon côté, voilà, je vais avoir par exemple impression CSA et impression double test de liquidité. C'est des modèles que moi j'ai créés personnellement, qui me reprennent pour le premier le minimum syndical pour le notaire, pour une constitution dans l'ordre des 7 points du notaire. Et impression double test de liquidité, c'est les différents écrans qui sont pertinents lors d'un double test de liquidité. Donc par exemple, par rapport au dossier qu'on a fait ce matin, si je prends le modèle pour un notaire, impression CSA, voilà, il reprend le modèle que j'avais fait il y a quelques temps avec dans l'ordre dans lequel je veux voir apparaître les éléments dans mon impression. C'est pas figé, maintenant que j'ai importé, je peux de nouveau cliquer sur les éléments que finalement je voudrais ou ne voudrais pas pour, par rapport à ce dossier ou par rapport à un autre. Quoi. Okay. Je valide, et là vous allez voir qu'on va passer de page suivante, 58 pages à 13 pages par exemple. Alors une petite chose qui n'est pas grave mais qui n'est pas intuitive dans le logiciel entre guillemets, c'est le fait que, si je reviens en page précédente, quand on revient à la page de garde, voilà, comment on appelle ça, l'aperçu avant impression que vous voyez ici à l'écran, c'est la version PDF. C'est la version PDF du logiciel. Et donc si vous cliquez sur impression Word, si vous voulez avoir votre aperçu Word, vous devez cliquer ici en haut à gauche sur impression pour lancer la création du Word. Même si vous avez cliqué sur impression Word, vous allez avoir un premier aperçu, mais de la version PDF. Donc regardez par exemple, cette page de garde qui est ici, ne c'est pas celle qui va apparaître sur votre Word si vous lancez le Word. Donc j'ai cliqué sur impression Word, on va cliquer sur imprimer. On va voir ici dans la petite barre des menus qu'il va composer. On va voir compose. Voilà. Et donc on voit qu'il prend les différents écrans que je lui ai demandé de prendre dans mon modèle d'impression. Ça va prendre quelques secondes, on va le laisser travailler. Donc
ici on va arriver sur la suite Microsoft Office et on va arriver sur un Word qui est avec le canevas que nous vous proposons de base, avec une page avant-propos, des couleurs, des logos, mais vu que c'est du Word, on va pouvoir customiser ça. Et je vais vous montrer évidemment comment on va pouvoir le customiser, car on va pouvoir le mettre à ses couleurs avec son logo une seule fois, et une fois que c'est fait, ça restera comme ça pour toujours, jusqu'à ce que vous le rechangiez. Alors il faut savoir également que si vous faites l'impression PDF, vous aurez la possibilité aussi de mettre votre logo, de changer certains éléments de la page de garde et de voir évidemment comment ça sort. Le PDF sort en portrait de base, mais vous pouvez le mettre en paysage, donc il y a quand même certains paramétrages qui sont possibles en version PDF. Vous n'êtes pas totalement bloqué non plus, mais une fois qu'il est sorti, évidemment, on ne sait plus le changer. Donc là on voit qu'il compose le tableau d'amortissement. Il reste après le tableau de remboursement et le tableau de synthèse, et puis on va un peu voir à quoi ça ressemble lorsque le Word apparaît. Voilà. Alors là, en termes de lenteur, apparemment il a décidé d'être un peu fainéant. De nouveau, ça dépend de l'ordinateur, ça dépend de la taille du dossier que vous voulez imprimer, ça dépend de votre Word. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui vont faire que oui ou non ça va s'imprimer de façon rapide ou pas. Donc là on arrive dans la suite Office, nous avons une page de garde. Alors souvenez-vous, j'avais parlé de la société ABC représentée par son fondateur Monsieur Dupont pour que vous voyez à quoi ça ressemble et où ça apparaît dans les impressions. On propose une page d'avant-propos avec, on rappelle le texte de loi, on prépare le clou et le marteau, on prévient que donc les données sont sous la responsabilité du porteur de projet qui est votre client et que vous n'avez fait qu'établir le plan financier sur base des éléments qu'on vous a communiqués. Déclaration des fondateurs, on propose un petit texte pour rappeler, on enfonce le clou jusqu'au bout avec le marteau et dire que vous, la fiduciaire, avec votre nom de licence ANNA, n'êtes en rien responsable de ce qui pourrait arriver sur le terrain. On fait éventuellement signer son client ici. Je rappelle ici les éléments constituant le plan financier, donc les 7 points obligatoires pour le notaire, dans l'ordre demandé, avec, on prend le notaire par la main et on lui dit dans quel chapitre il va retrouver chacun des 7 points. D'accord. Cette page d'avant-propos est proposée, elle n'est pas figée, vous pouvez la changer, la modifier, la supprimer, la remplacer, vous faites évidemment ce que vous voulez. Je vais vous montrer ça après. On a après une table des matières qui est propre à Word, donc évidemment si vous faites des sauts de page, si vous rajoutez des annexes, si vous supprimez des choses, vous pouvez la mettre à jour avec un clic droit, mettre à jour tous les champs. Donc là je ne vais pas évidemment vous faire un cours Word, il y en a certains qui s'y connaissent mieux que moi, mais vous allez pouvoir customiser ça. On pourra éventuellement changer aussi le pied de page, si vous voulez mettre votre logo à vous, changer un peu certaines choses, mettre plusieurs informations sur le pied de page, vous allez pouvoir le faire. Et on va se retrouver avec une page de texte, le texte de présentation que je vous ai montré tout à l'heure dans le logiciel. On peut encoder donc le texte soit dans le logiciel, soit directement venir le changer dans le Word. C'est possible. Maintenant, attention, il y a un risque, c'est que ce que vous faites ici dans le Word ne sera pas enregistré dans votre .hdx, le fichier propre à Anna, évidemment. Donc, on préconisera toujours de travailler le texte dans Anna pour être sûr qu'il reste en symbiose avec vos chiffres en fonction de votre travail dans Anna. On va voir, voilà, les bilans, le compte de résultats. Les tableaux chiffrés ne sont pas des images, donc si vous voulez mettre des chiffres en rouge, en gras, en vert, en fluo, vous en avez la possibilité. Vous pouvez également changer les chiffres, mais là, évidemment, je le dis en boutade, car il n'y a plus aucune formule, quoi, hein, c'est du Word. Si je le dis, c'est pour bien vous rappeler, si vous envoyez ce fichier par email à vos clients, n'oubliez pas de peut-être d'abord l'enregistrer en PDF, sinon le client pourra faire ce qu'il veut avec les chiffres, entre guillemets, hein, on s'entend. Les graphiques, eux, ne sont pas, sont des images. Hein. Les graphiques sont des images, donc on ne sait pas les modifier. Donc là, un peu le rendu qu'on pourrait imaginer. Moi, j'ai mis en paysage, vous pouvez mettre en portrait l'ensemble du dossier, en fonction de vos desiderata, avoir un peu quelle est la mise en page la plus pertinente. C'est l'avantage du Word, c'est de pouvoir faire ce que vous voulez. Ça va? Alors,
petite astuce pour ceux qui sont à l'aise avec l'informatique, ceux qui ne le sont pas, vous n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on le fasse avec vous correctement pour vous montrer la chose. Je vais ouvrir le répertoire où Anna est installée. Donc moi, il est évidemment installé sur mon ordinateur, qui sont installés sur votre serveur, sur un ordinateur, c'est la même chose. Ce qui importe, c'est d'ouvrir ceci. C'est l'emplacement du fichier où Anna est enregistrée. D'accord? À partir du moment où c'est ouvert, vous allez avoir ici un fichier Word Anna modèle rapport. Alors, regardez bien, c'est du point dot, D-O-T, et pas du point doc. Alors, pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est un modèle. C'est pas un fichier Word, c'est ce qu'on appelle un modèle Word. Et c'est en fait avec ce fichier que le anna7.exe va se connecter, entre guillemets, pour générer son rapport. Et donc, si je l'ouvre en faisant un clic droit ouvrir, il faut bien faire le clic droit ouvrir pour qu'il l'ouvre en modèle et pas en fichier, ouvrir. Là, il va vous ouvrir le Word. Voilà. Qui se résume, c'est ces 3 pages-ci en fait. Ça, c'est le modèle que Anna va chaque fois aller rechercher pour créer sa mise en page. Donc c'est ici que vous allez pouvoir mettre votre logo à la place d'une autre, éventuellement changer les couleurs. En fait, on joue avec les styles Word que vous voyez ici au-dessus. Donc voilà, nous c'est de l'orange et du bleu, c'est notre charte graphique. Si vous c'est du rouge et du rose ou du vert et du jaune, ben, vous pouvez venir changer éventuellement la charte couleur pour que les dossiers sortent chaque fois avec les nuances de vos couleurs à vous. Voilà, c'est ici que vous pourriez changer notre page d'avant-propos. C'est ici que vous pourriez changer le pied de page si vous voulez le customiser à votre sauce. Vous pourriez rajouter une autre page avec du texte. Voilà, c'est ici que vous pourriez lancer votre template, votre output final Anna à l'image de votre fiduciaire. Les pourcentages, il ne faut surtout pas les enlever, c'est les fameux éléments qu'il va aller rechercher directement dans le logiciel, par exemple le nom de l'entreprise, le nom du client, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour ABC représenté par Monsieur Dupont par exemple. Ça va? Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse, vous voyez bien qu'il est enregistré, ouvert en dot et pas en doc, je réappuie là-dessus parce que si vous le faites en doc, ça ne marchera pas après lorsque il se connectera avec Anna. Donc ça c'était pour les impressions. On va maintenant regarder les importations. Alors, je vais fermer Anna. Et donc, on va travailler les importations à partir, de façon générale, à partir d'Excel. Pourquoi? On va fonctionner en 2 temps. Avec Anna, on va ouvrir n'importe quel, on va ouvrir le logiciel de comptabilité, que ce soit Horus, que ce soit Bob, que ce soit Winbooks, que ce soit XPRM, que ce soit Popsy. Et en fait, de ce logiciel de comptabilité, on va exporter vers l'ordinateur la balance qui nous intéresse. Et une fois que cette balance est exportée, pour certains logiciels, on va peut-être devoir un petit peu la nettoyer. Je vous expliquerai ce que j'entends par là. Et on va l'importer dans Anna. Donc par exemple, je prends l'exemple de Bob, je vais réouvrir ici, on l'avait vu très vite tout à l'heure, les print screens, parce que je n'ai pas Bob sur cet ordinateur. On est là. Voilà, c'est notre site internet. Vous cliquez sur support. C'est la même chose que cliquer via le logiciel sur Trucs et Astuces, hein, et vous arrivez sur la même page. Trucs et Astuces Anna. Vous avez le chapitre importation des données. Et alors je me permets de prendre en exemple Bob parce que dans les mails que j'ai reçus, c'est Bob qui est principalement ressorti. Et donc voilà, dans Bob, si voilà, vous êtes plus familiarisé que moi avec l'écran de Bob, on va sur, une fois qu'on a ouvert le fichier client évidemment et qu'on a choisi l'année, utilitaire, échange de données, exporter la balance comptable. Et on arrive ici sur cette fenêtre pop-up où vous allez avoir plusieurs formats. Il y a le format Sophisk, le format Acon, voilà, plusieurs formats d'extension. Et on a le format First Intersentia. Et donc c'est ce format qu'on va prendre et on va donner un nom au fichier .txt, c'est un fichier .txt et le .txt, il faut faire attention, ne me demandez pas pourquoi Bob a fait le paresseux, mais il faut écrire le .txt manuellement, donc vous donnez un nom du fichier que vous appelez .txt. Et voilà, ça c'est un petit clin d'œil à Bob. Winbooks a d'autres petits clins d'œil, vous retrouverez ça à chaque fois, je ne vais pas détailler tous les logiciels, vous retrouvez ça dans notre forum aux questions. Et vous choisissez la période, qu'elle soit mensuelle, qu'elle soit trimestrielle, qu'elle soit annuelle. Donc par exemple une balance annuelle, on va prendre de janvier à décembre, ou d'ouverture à clôture. Si je veux du mensuel, je prendrai de juin à juin, de septembre à septembre, de août à août et compagnie. Et j'exporterai.
Le fait d'exporter, ça va me générer un fichier Excel que je vous montre directement d'une balance annuelle. Voilà par exemple une balance annuelle qui vient de Bob. Code intitulé débit crédit solde. C'est ce fichier Excel qui est généré suite au parcours qu'on vient de réaliser dans Bob. En .txt comme on le disait ou en .csv. Que ce soit un logiciel ou l'autre, il y en a certains qui font du TXT, d'autres du CSV. C'est les deux terminaisons que Anna reconnaît. Alors pour ceux qui ne sont pas toujours à l'aise avec Excel, donc il faut savoir que ces deux terminaisons que Excel va ouvrir. Vous voyez que là je vous les montre dans Excel. Et quand vous faites fichier enregistrer sous, vous avez, on enregistre n'importe où, hop, le menu déroulant, c'est toutes les terminaisons, toutes les extensions qu'on peut enregistrer avec Excel. Et donc nous, ce qui nous intéresse, parce qu'il y en a plusieurs, ils le font exprès, c'est le texte séparateur tabulation .txt, texte séparateur tabulation .txt, ou le CSV séparateur .csv, CSV séparateur .virgule. Donc il faut une de ces deux terminaisons pour que Anna reconnaisse le fichier. CSV séparateur .virgule ou texte séparateur tabulation. Ça va? Alors, je reviens sur ma balance, voilà, qui est une balance annuelle. Donc on va prendre le premier exemple ici, une balance annuelle, et comme vous le voyez, j'ai mes codes, mes noms, mes débuts, mes crédits et soldes. Au minimum, il faut 3 colonnes, code, intitulé et solde. On n'a pas spécialement besoin du débit crédit. Il faut savoir que voilà, Bob ça ressort comme ça dépend un peu des logiciels. Ça c'est parfait pour Anna. Qu'est-ce que Anna n'aime pas? Anna n'aime pas les séparateurs de milliers. Donc certains logiciels vont vous mettre un petit point entre les milliers et les centaines dans les colonnes de chiffres. Ce que vous devez faire, vous devez simplement les sélectionner avant l'importation du coup dans Anna. Clic droit, format de cellule. Et là, vous choisissez dans la case nombre si vous voulez utiliser les séparateurs de milliers ou pas. Du coup, c'est coché, vous le décochez. Comme ça, il enlèvera les séparateurs de milliers. Et là, Anna ne fera pas de bêtises, c'est-à-dire mélanger les points avec les virgules et se retrouver avec des montants complètement grotesques. Excusez-moi, je n'arrive pas à dire mon mot. Certains logiciels vont mettre des sous-totaux par famille. Il faudra supprimer ces lignes de sous-totaux, par exemple un sous-total pour les 70, un sous-total pour les 40 et compagnie, pour les 60, les 61. Il faut supprimer ces lignes de sous-totaux parce que Anna n'est pas si intelligent que pour se rendre compte que c'est des sous-totaux, et donc il va vous faire des doublons. Il prendra tous les 61 dans le détail, et puis il fera une dernière ligne de 61 avec les montants globaux, ce qui n'a pas de sens. Donc voilà, c'est ce genre de... Quand je dis nettoyer le fichier, c'est ce genre de nettoyage que je veux dire, qui ne prennent pas spécialement beaucoup de temps, mais il faut le savoir, et dans nos tutoriels, en fonction du logiciel choisi, nos tutoriels vous diront s'il faut nettoyer ou si, comme Bob ou Winbooks par exemple, on peut directement importer dans Anna une fois qu'on a généré le fichier qu'on voit à l'écran. Alors, premier exemple qu'on va faire, on va importer cette balance annuelle dans Anna. Donc on peut imaginer plein de scénarios possibles, mais voilà, dans ce qu'on pourrait mettre en avant, c'est l'idée évidemment d'avoir un client existant qui doit refaire des prévisions financières, que ce soit pour un double test de liquidité, que ce soit pour passer à la banque, que ce soit pour une PRJ, pour un redressement, pour plein de choses, ou bien, ça je le dis toujours aussi, ce matin, on a fait exprès de partir d'une feuille vierge. Mais évidemment, vous allez pouvoir faire des canevas de plans financiers. Vous allez pouvoir faire autant de canevas que vous voulez. Et donc j'imagine, voilà, vous avez un nouveau client qui vient vous trouver, qui veut se lancer à 3 km de chez vous dans tel secteur d'activité. Vous avez dans le portefeuille client quelqu'un qui fait déjà exactement la même chose 30 km plus loin. Ne réinventez pas la roue et importez la dernière balance du client existant dans Anna, ne fût-ce que pour les données d'exploitation, produits et charges. Ça vous donnera déjà un canevas plan financier pour le nouveau client par exemple. Ça va? Alors, de nouveau le dossier ici, on va l'appeler test, on n'a pas besoin de chercher plus loin. Début des prévisions, janvier 2020, on revient un peu en arrière. Durée du premier exercice, on va étudier 3 années. On va créer une SRL, hop, je valide. Et je ne sauvegarde pas. Alors, voilà, on est sur la feuille blanche de tout à l'heure. Si je vais dans mes ventes, il n'y a rien. Si je vais dans mes services et biens divers, il n'y a rien et compagnie. Menu déroulant. Et là, on va pouvoir cliquer sur le bouton Importation de données. Alors, attention, je vais avoir 4 choix. Importer un plan comptable et montant, c'est une balance
annuel ou un PCMN, c'est ce qu'on vient de voir hein, dans le fichier Excel, parce que dans le fichier Excel évidemment il y avait toutes les colonnes, mais je vais pouvoir les sélectionner, et si je veux juste prendre les codes et les intituler, je peux, je ne suis pas obligé de prendre les valeurs. On pourrait importer, on le fera tout à l'heure, un tableau mensuel. Donc là, si on a déjà des balances mensuelles, l'avantage, on le verra, c'est qu'on va avoir de la saisonnalité qui apparaîtra déjà. Importer une liste de services et biens divers, ça c'est ce dont on a parlé ce matin pour importer votre propre paramétrage des 61. Hein, c'est exactement la même chose que quand on clique sur la petite flèche à côté de services et biens divers. Et éventuellement importer un tableau d'amortissement. Alors, on va commencer par importer un plan comptable et montant, la balance annuelle. Je vais chercher celle qu'on vient de regarder ensemble sur mon bureau. Elle est là, elle est... Tac. Voilà. Alors, le logiciel retrouve le fichier Excel et dans le menu déroulant, je vois toutes les colonnes qu'il y a dans le fichier Excel. Donc, je peux éventuellement venir moi-même lui dire dans quelle colonne il va trouver quel élément. Donc, par exemple, moi, c'est code dans code, nom dans nom, débit dans débit, crédit dans crédit, où j'aurais pu très bien mettre ici solde et là, mettre aucun. Bon, on va mettre débit crédit. Je vais lui préciser si les soldes importés sont négatifs pour les charges ou pour les produits, et ça de nouveau ça dépend du logiciel comptable. Par rapport ici, par exemple ici dans Bob, c'est les produits qui sont négatifs dans l'Excel. Dans certains logiciels il n'y a rien qui est négatif, dans d'autres c'est l'inverse. C'est un fichier avec une ligne de titre, j'analyse et le logiciel retrouve tout ce qu'il y a dans la balance. Je peux importer tous les comptes, et du coup il importera tout, ou je peux faire une sélection, si par exemple avec de nouveau soit CTRL soit majuscule, je veux par exemple tous mes 61, je prends tous mes 61 et il m'importera ce que j'ai sélectionné si je clique sur importer après sélection. Alors nous on va importer tous les comptes. Importation terminée. Je valide et je sors de moi-même avec la petite croix. Maintenant, si je surfe sur le logiciel, vente chiffre d'affaires, code intitulé valeur. Service et biens divers, code intitulé valeur. La même chose pour le personnel, la même chose pour mes approvisionnements. Alors, on va voir les avantages, on va voir les limites. Et on va essayer de comprendre le pourquoi on en arrive là. Vente chiffre d'affaires, code intitulé valeur. Quelles sont les limites? Si j'ouvre mes jumelles détail, si je clique sur la vente, enfin sur la première ligne de 700, je vais retrouver ici mon écran de détail et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a lissé ma balance en mensuel. C'était une balance annuelle, donc il ne saurait pas de lui-même reconnaître la saisonnalité. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, dans ce cas-ci par exemple, la balance annuelle de 2019, qu'il a copié-collé sur 2020, 2021, 2022 pour me donner une base de travail. C'est toujours dans l'idée d'avoir déjà quelque chose entre guillemets à se mettre sous la dent. Mais tout ce qu'on a vu ce matin est toujours d'actualité. Faire des évolutions en pourcentage, rajouter des lignes, supprimer des lignes. Voilà, il n'y a rien qui est figé parce que vous faites une importation. Je dis une, mais ça j'insiste aussi, on peut faire plusieurs importations sur le même dossier et il n'écrase pas, ou du moins il ne le fait pas automatiquement, il vous demande ce que vous voulez faire, rajouter des lignes ou superposer ou écraser, on va le voir. Quelles sont les autres limites? Il a mis toutes les TVA à 21%. Il a mis tous les délais de paiement 100% au comptant, parce qu'évidemment, il faut toujours se dire il y a des choses qui ne seraient pas retrouvées dans une balance et qu'il va éventuellement falloir retravailler dans Anna. Donc moi, mon message, c'est toujours de se dire, quand je fais une importation dans Anna pour travailler sur le dossier d'un client, c'est quel est l'objectif final pour ne pas perdre du temps. Je prends des situations qui me sont arrivées, un client me téléphone, une cliente me téléphone pour une petite assistance, je la sentais un peu énervée et elle me pose toutes les questions sur lesquelles elle bute depuis quelques temps sur son dossier dans Anna. Et puis je lui dis stop, quel est l'objectif final? Et on discute et l'objectif final était de sortir un compte de résultat sur 3 ans. Un compte de résultat prévisionnel sur 3 ans, c'était dans le cadre de la justice. Et alors je rigole pas, mais je dis madame, toutes les questions que vous venez de me poser, ce sont des paramétrages de trésorerie. On s'en fout. Donc toujours bien vous dire quel est l'objectif final pour voir si ça vaut la peine de perdre du temps à paramétrer des choses dont on n'a pas besoin. Et je pense à ça parce que je suis ici sur mes délais de paiement. Je ne vais pas m'amuser à reparamétrer tous mes délais de paiement si c'est juste pour sortir un compte de résultat. On s'en fout des délais de paiement dans le compte de résultat. D'accord? Donc toujours bien se poser les bonnes questions par rapport à ça. Okay. La même chose, j'ouvre par exemple mes services et biens divers. Code intitulé, hein. Il m'a
tout mis en fréquence mensuelle. Et donc les valeurs que je retrouve ici dans la colonne montant, c'est 1/12e de ce qu'il a trouvé dans la balance. Et donc la petite astuce qu'on a vue ce matin entre la colonne montant et la colonne fréquence, ben, c'est maintenant qu'elle prend aussi son importance. Gaz chauffage, 215 € mensuel. Ben, si je lui dis moi-même qu'en fait c'est une facture qui arrive de façon trimestrielle, ben, de lui-même il va faire 215 x 3. Et il va réadapter les bons montants dans la trésorerie. Donc je ne dois pas sortir la calculette, je peux assez aisément, si je dois impacter la trésorerie dans mon étude, retravailler les factures d'entrée grâce à la colonne fréquence sans sortir la calculette. Mais de nouveau, voilà, TVA 21%, et il n'a pas pris en compte des non-déductibilités de TVA et des DNA. Si jamais vous voulez les prendre en compte, ben, soit vous travaillez vos DNA ligne par ligne, soit, comme on le disait tout à l'heure, via l'onglet Accueil. Dans Base imposable, vous pouvez venir mettre un montant global de DNA dans Encodage libre DNA, comme on avait vu avec les exonérations et déductions pour investissement. Alors je lis le commentaire de Dominique. Et comment fait-on pour avoir ces montants en mensuel au lieu d'annuel lors de l'import? Ça a été un peu vite, je n'ai pas eu le temps de noter, merci. Je recommence, il n'y a pas de souci. Donc en fait, ça s'est fait automatiquement. Ça s'est fait automatiquement en fait. Donc je remonte le fichier Excel qu'on a importé. Hop. Il est là. Donc on est parti de ce fichier Excel, code intitulé débit crédit solde, d'accord, et c'est à partir de ce fichier le logiciel de lui-même a divisé en mensuel, parce que lorsque j'ai importé, regardez, j'ai fait menu déroulant, importation de données, et j'ai cliqué sur importer plan comptable et montant. Et en prenant l'option importer plan comptable et montant, je lui dis que c'est de l'annuel. Et donc votre question, je vais rebondir dessus. Si vous importez une balance de 10 mois, vous avez une balance comme celle qu'on vient de voir, sauf qu'elle comprend les chiffres d'une dizaine de mois et que vous l'importez via importer plan comptable et montant, attention ces montants, il va de lui-même les diviser par 12. Donc en fait, vous aurez l'équivalent de 10 mois réparti sur 12. Donc bien faire attention à ça. Mais donc vous n'avez aucune démarche à faire pour qu'il transforme de lui-même les valeurs annuelles en mensuelles, il le fait lui-même. D'accord? Voilà, j'espère que je réponds à votre question. Et donc c'est pour ça que par défaut, tout est redevenu en mensuel et ces valeurs, il les a calculées lui-même. Ça va? Les autres limites dans les données d'exploitation, bah, évidemment, il a pris les 62 de la compta. Donc, si jamais vous voulez profiter, bénéficier du pré-paramétrage du logiciel pour les cadres employés ouvriers, ben, vous pouvez le faire éventuellement pour les futurs engagements, mais si vous voulez le faire pour ceux qui existent déjà, ben, c'est possible, mais alors il faut les créer soi-même et puis supprimer le doublon. Par exemple, ici j'ai un employé un employé ou un groupe d'employés qui me coûte 9215 € par mois, ben, est divisé en plusieurs lignes, le pécule de vacances, l'ONSS et compagnie. Ben, si je veux maintenant, moi, profiter du pré-paramétrage, ben, il faut réussir à retomber sur ses pattes, ce qui n'est pas toujours évident, et ce que je ne conseillerais pas spécialement suite à une importation. Peut-être pour un engagement futur, mais gardez vos codes 62, pour l'importation c'est plus facile. Approvisionnement, il m'a mis tous les 60 en charge fixe. Dans une balance annuelle, il ne saurait pas dire quelle est la relation entre les 60 et les 70. Il ne saurait pas faire de connexion lui-même. Donc soit je le laisse en fixe et ça me va très bien. Hein. Maintenant, si je vais faire des évolutions dans les ventes, ben, il ne changera rien de lui-même dans les approvisionnements, il faut le faire soi-même. Donc là, si je veux retravailler en variable, ben, soit je clique sur ajouter un nouvel élément et je rajoute les lignes qui m'intéressent, soit je peux aller peut-être plus vite si j'ai beaucoup de lignes, menu déroulant, importation de données, je fais exactement la même manœuvre, importer plan comptable et montant. Je vais rechercher exactement la même balance, sauf que je l'ai laissé ouvert dans Excel, donc il ne veut pas, je vais fermer l'Excel, hop, importer plan comptable et montant, je vais rechercher l'Excel, voilà, donc ça me permet de vous rappeler qu'il faut fermer l'Excel, sinon il ne voudra pas le faire, et là donc j'analyse, sauf qu'ici, regardez, je vais sélectionner dans ma balance juste les 60, je vais réimporter les 60, 1, 2, 3, 4 avec CTRL enfoncé, et avant de cliquer sur importer après sélection, je vais décocher les charges sont fixes. Je le décoche, regardez. Je décoche les charges sont fixes. Et le fait de le décocher, ben, je vais importer des lignes de charges variables. Importer. Importation terminée.
Je rappelle ce que j'ai dit, il n'écrase jamais rien. Et donc regardez, si j'actualise mes approvisionnements, il m'a fait des doublons. J'ai chaque fois ma première importation en charge fixe et ma deuxième importation que je viens de faire en charge variable. Et en charge variable, bah évidemment, il n'a mis aucune valeur. Il m'invite à relier ma charge variable à mes différents produits. Donc si je veux recréer des charges variables, je vais du coup le faire manuellement, retomber sur mes pattes pour avoir plus ou moins, enfin pour avoir les mêmes montants qu'en charge fixe. Et une fois que je suis retombé sur mes pattes, bah, la charge fixe, je la supprime pour supprimer le doublon évidemment. Okay. Donc ça, va voir si c'est pertinent de reconstruire une charge variable ou pas. Ça me fait penser que je n'ai peut-être pas dit l'essentiel qui nous fait arriver à ça, c'est que malheureusement dans le logiciel, à partir du moment où c'est une question d'informatique, à partir du moment où une ligne est créée en variable, je ne sais pas la transformer en fixe et vice versa. Je suis obligé de recréer une ligne. Sinon, bah, évidemment, j'aurais modifié les lignes que j'avais importées la première fois. Voilà pourquoi j'en ai importé 2. Ça va ? Ça, c'est pour les données d'exploitation. Si je vais dans les données bilantaires, là, il y aura un peu plus de travail. Si j'ouvre mes immobilisés, ben là, il m'a pris mes codes et mes intitulés. Il n'y a pas de valeur d'acquisition et de valeur résiduelle. Dans une balance annuelle, il ne sait pas ce qui est valeur d'acquisition, valeur résiduelle. Et donc là, je vais avoir 2 possibilités. Soit je travaille manuellement, et je vais les recréer manuellement, soit je vais pouvoir importer un tableau d'amortissement. Parce que heureusement, les logiciels comptables permettent d'avoir des tableaux d'amortissement sur Excel, et donc on va pouvoir importer ces tableaux d'amortissement. Donc la première façon de faire, si je le fais manuellement, la première démarche, quelle est la logique? Je vais supprimer une ligne sur 2. Vu qu'une ligne sur 2, c'est le 009 amortissement sûr. Je n'en ai pas besoin vu que le logiciel il va générer lui-même les tableaux d'amortissement. Donc je sélectionne les 009. Tac, 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 supprimer. Voilà, je me retrouve avec mes codes comptables et du coup, je vais faire exprès d'ouvrir le bilan de départ en dessous. Soit je connais la date et donc je me mets en date. Et donc là, je vais lui dire que les installations elles datent de octobre 2015 et que ça valait 20 123 €, amorti en 10 ans pro rata temporis, et de lui-même, il va calculer la valeur résiduelle qui après du coup bilan de départ. Soit je ne connais pas la date, ou je ne veux pas utiliser l'option date, et là je me mets en no date, qui est en fait no date remplace le start date. Le start date c'est pour les constitutions et les no date c'est quand c'est pas une constitution. Et là je peux moi-même non pas mettre la date mais mettre la valeur d'acquisition et la valeur résiduelle et dire que le matos matériel il valait 15 000 € et qu'il en vaut encore 10 000 et sur base de la valeur résiduelle il va calculer, je sais pas moi 6 ans, il va calculer lui-même le tableau d'amortissement restant et voilà il va rajouter les 10 000 € de valeur résiduelle dans mon bilan de départ. Okay. Ça c'est si je le refais manuellement. Si je ne le refais pas manuellement et que j'importe un tableau d'amortissement, je vais avoir la possibilité de le faire, mais donc comme vous le savez, tous les logiciels comptables ont une présentation un peu différente du tableau d'amortissement. Je prends celui de Bob, le voilà, voilà, ça ressemble à ça. Okay. Il va falloir un peu le nettoyer, dans le sens où Anna, pour qu'il accepte un tableau d'amortissement, on doit au final ressembler, moi ici je l'ai vraiment fait très très propre, très très beau, mais il pourrait avoir d'autres colonnes, hein. Mais voilà, on doit avoir des codes, des intitulés, des valeurs d'acquisition, des valeurs résiduelles, et l'amortissement année après année. Donc ça peut aller très très vite, c'est juste que la première fois ça fait un peu peur, et donc vous n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on vous aide. Mais voilà, comment j'arrive à ceci avec au deuxième, à celui-ci avec celui-ci. Ici je vais déjà par exemple, et je prends l'exemple de Bob mais Winbook c'est fort semblable, insérer une colonne. Et donc ici je vais devoir créer la colonne des comptes parce que je me rends compte en fait que le code il est à côté du titre mais n'est pas en face de l'élément comptable. D'accord? Donc je sais déjà ici que je vais devoir créer par exemple ici le 202.00. 0. Je vais créer ici le 22.0000. Et donc je vais faire ça pour chacune des familles pour avoir une colonne code qui va avec l'intitulé. Alors si évidemment ici c'est un petit tableau, si j'ai 36 lignes, il ne faut pas hésiter, hein. Si par exemple j'ai 36 lignes ici, imaginons que j'ai 36 lignes de 241, je peux faire la première ligne et puis tirer sur le nombre de lignes que j'ai de 241 par exemple. Okay. Et puis alors les colonnes qui m'intéressent, moi je les ai isolées dans mon Excel, mais donc c'est donc cette nouvelle colonne code, la colonne des intitulés, la colonne des valeurs d'acquisition, la colonne des valeurs résiduelles et la colonne de l'amortissement chaque année.
elles sont un peu éparpillées, donc il faut bien connaître son logiciel comptable pour savoir dans quelle colonne je vais retrouver quoi. Je le répète, n'ayez pas peur, n'hésitez pas à nous contacter, qu'on vous guide. Et une fois qu'on n'est pas obligé de les isoler, moi je les ai isolés, mais si on les isole, on se retrouve avec un tableau qui pourrait ressembler à ceci. D'accord. Alors, on va importer ce tableau d'amortissement. Je les ferme pour pas qu'il y ait de conflit avec Anna. Menu déroulant. Importation de données. Importer un tableau d'amortissement. Et donc là, on va aller le chercher. Tableau d'amortissement. Voilà. Code dans code, intitulé dans intitulé, valeur d'acquisition dans valeur d'acquisition, valeur résiduelle dans valeur résiduelle. Voilà. Je valide. Et donc, si de nouveau, il ne va pas écraser, il va les mettre à la suite. J'actualise les immobilisés. Et là, je retrouve mon tableau d'amortissement que je viens d'importer. D'accord. Avec, de nouveau, il s'est basé sur l'Excel, donc c'est pour ça qu'on est sur une méthode d'amortissement libre, et il a été recherché le tableau d'amortissement dans l'Excel qu'il a été mettre en libre ici, que je peux venir changer si je veux changer une chose ou l'autre. D'accord. Par exemple, et donc ici, je vais supprimer ma première importation, vu que j'ai importé mon tableau d'amortissement détaillé. Voilà. Et j'ai ma valeur résiduelle totale qui vient ici dans le bilan de départ. Donc ça, c'est un petit plus. Où il y aura un peu plus de boulot, c'est les créances et dettes. Créances et dettes, il vous prend le code et l'intitulé, mais de nouveau, il ne sait pas ce qui est montant emprunté, restant dû, franchise, un taux d'intérêt et compagnie. Et donc là, il y a un petit travail évidemment qui peut des fois être un peu pénible, mais il faut reconstruire ces créances et ces dettes. Et là, malheureusement, comme vous le savez comme moi, on en parlait tout à l'heure, les banques, elles sont... on est toujours avec des vieux PDF qui ne sont pas toujours très facilement compréhensibles, donc il va falloir reconstruire ces crédits. Je prends l'exemple du 173 prêt Triodos. Quelle est la première démarche? Est-ce que j'ai un 42 qui va avec? Oui, il est là. Mais qu'est-ce que je fais? Je le supprime. Le logiciel va générer lui-même le court terme. Donc je supprime le 42 qui va avec le prêt Triodos. Je prends mon 173, je prends les données bancaires. C'est un crédit qui date d'octobre 2015. J'ai emprunté pour, je sais pas moi, hop, 1, 2, 3, 150 000 euros. On a remboursé ça, enfin on rembourse ça en 120 mois. Et donc là, je vais lui dire dans l'écran de détail qu'on a commencé à rembourser, je sais pas moi, un mois plus tard, donc en novembre 2015, pour un taux de 1.4, je l'aime bien ce 1.4. Hop, et il me génère lui-même le restant dû et le tableau de remboursement à partir du début des prévisions. Et c'est là que le petit carré euro pourcentage prend tout son sens, parce que souvent sur les documents bancaires, on ne trouve pas le taux annuel facilement. Et là, je peux cliquer sur le petit carré, montant du remboursement périodique, je l'impose le 1500 euros par exemple, et il régénère le taux lui-même. D'accord ? Et donc on voit les 94 218 euros qui arrivent sur ce bilan de départ. Le bilan de départ étant ma balance au 31 du 12 2019. Donc quand on travaille sur un dossier existant, le travail qu'il faudra à chaque fois établir, c'est la reconstruction de ce bilan de départ. Moi, ce que je vous conseillerais toujours, c'est en face de Anna, mettre sur un autre écran ou imprimer sur papier, le format BNB. Le format de BNB de votre balance et avancer pas à pas. Par exemple, je prends le capital ou l'apport de ma balance, je clique sur apport, c'était 18 000 euros, je mets 18 000 euros, je barre sur le papier. Tous les 5 000 sur le papier, je les mets en disponible, je dis n'importe quoi, 15 000 euros, je barre sur le papier. Dès que j'arrive à la valeur résiduelle de mes immobilisés, ici au bilan de départ qui est égal à sur mon papier, je barre sur mon papier. Et donc voilà, j'avance pas à pas jusqu'à arriver à un équilibre total actif-passif pour générer la case départ de mon client. De nouveau, je me pose des questions. Pourquoi je travaille dans Anna pour ce client-là? On me téléphone des fois paniqué. J'ai 36 lignes de 173 et j'ai 40 lignes de 42. Quel est l'objectif final? L'objectif final, c'est de faire un double test de liquidité sur 12 mois. On est sur 12 mois, on est sur du court terme. Il est peut-être pertinent de gagner du temps en rassemblant les 172 sur 3 lignes et en rassemblant les 42 sur 2 lignes et demie.
entre guillemets. L'air de dire, je ne vais pas être obligé de reconstruire mes 70 lignes. Je peux aller plus vite. C'est pas pour faire du long terme. Je n'ai pas besoin de bilan, j'ai juste besoin d'une trésorerie sur 12 mois. Donc je peux aller très très vite et synthétiser mes données bilantaires pour reconstruire très rapidement mon bilan de départ. Et par rapport au crédit, par exemple, on n'est pas à 300 € d'intérêt prêt sur un dossier à 900 000 € et on peut avancer très très vite. Maintenant, si on est sur un dossier ultra pointilleux pour une PRJ qui a le couteau sous la gorge, là on va peut-être prendre le temps, évidemment, de travailler plusieurs heures, travailler plus longtemps sur le dossier dans Anna et de crédit par crédit, évidemment, les détailler. Il faut toujours se poser la question pourquoi je travaille dans Anna. Alors, une fois que j'ai reconstruit mon bilan de départ, je vais pouvoir avancer dans mes prévisions. Alors, dans les créances et dettes, on va rajouter quelque chose qu'on n'a pas encore mis, c'est un 451, hop, il faut que je le trouve, voilà, dividende de l'exercice, 471. Donc imaginons qu'on rajoute une balance et qu'on a pour l'année qui vient de se dérouler un dividende de l'exercice de, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, 15 000 €, qui date donc de 2019. Voilà. Donc j'ai dans mon bilan de départ, ici dans les dettes actuelles, j'ai un dividende d'exercice à affecter. Et ici on va équilibrer cette histoire avec le compte de régularisation 16 971. Voilà. Donc on en est là et donc on doit faire un double test de liquidité pour se rendre compte de si on peut distribuer ce dividende oui ou non. Alors là, on peut déjà ouvrir la trésorerie parce que je fais un peu n'importe quoi, on va voir si ça tient la route. Pour le moment, ça tient la route. Alors, l'Assemblée Générale, on stipule quoi? On stipule qu'on veut, on a l'Assemblée Générale je dis n'importe quoi, en février 2020 et on veut acter le fait qu'on va distribuer en juillet ce dividende et le précompte qui va avec, on va le distribuer le mois juste avant. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, je vais réduire mon graphique et ma trésorerie. Et ici, dans mes données créances et dettes, j'ai mon dividende de l'exercice en remboursement libre et je vais lui dire que en 2020, en juin, je vais payer le précompte. Hop. Et en juillet, je vais payer le dividende. D'accord? Le législateur, qu'est-ce qu'il vous demande? Une fois que c'est fait, je dois prouver que dans les 12 mois qui suivent la libération, donc jusqu'à juillet 2021 dans ce cas-ci, on fait un plan financier ici, j'ai mis sur 3 ans donc c'est bon, la trésorerie, elle tient la route. Et évidemment, pour prouver ça, il faut refaire un plan financier exactement comme on fait un plan financier de constitution de société. Donc évidemment, il va falloir régénérer dans le rapport le fait que vous faites le plan financier de double test de liquidité sur base des éléments communiqués par le client. Parce que si le client il ne vous dit rien et qu'en septembre 2020 il achète 3 voitures, il engage 6 personnes et il achète 2 maisons, avec la trésorerie elle chute, c'est pas votre faute évidemment. Par contre, si c'est déjà acté dans l'entreprise et à l'Assemblée Générale que dans les immobilisés on va ajouter un nouvel élément, je vais réduire ici mon graphique, on va acheter une nouvelle machine validée, hop, qui est ici et qu'on va acheter ça comme je le disais en novembre 2020 et que c'est une machine qui va me coûter voilà, 10 000 €, tac, paf, là, si c'est acté que cette machine elle arrive, là, votre double test de liquidité il est faussé. Je ne peux pas légalement distribuer mon dividende en juillet si c'est acté qu'on va acheter cette machine en septembre. Bon, ici évidemment je le fais de façon grossière, je pourrais du coup imaginer un emprunt pour payer la machine, voilà, comme on fait un plan financier normalement, quoi. Mais vous devez reconstruire du coup un plan financier. Cette notion de double test de liquidité, pour ceux à qui j'en ai pas encore parlé, c'est vrai qu'elle est assez brouillon, on ne sait pas trop ce que veut le législateur. Anna n'est peut-être pas la seule solution évidemment pour arriver à ces fins, mais si vous décidez d'aborder le double test de liquidité avec Anna, l'objectif il est là, c'est reconstruire la situation du client via le bilan de départ, et comme je le dis,
il ne faut pas spécialement être il ne faut pas toujours aller dans le détail, il faut voir le pourquoi. Et une fois que le bilan de détail il est bon, parce que le plus important évidemment c'est d'avoir la bonne somme au niveau du disponible en trésorerie, construire l'avenir sur au minimum le nombre de mois qu'il faut pour arriver à 12 mois après la distribution. Donc ici par exemple j'ai commencé le plan financier en janvier, on a l'assemblée générale en février, on distribue en juillet, je dois avoir un plan financier qui va au minimum jusqu'à juillet 2021. D'accord. De nouveau, une fois que je veux sortir l'impression, menu déroulant, impression, et vous choisissez le modèle que je propose, ou vous prenez les écrans qui vous intéressent vous-même. En plus évidemment de votre étude du tableau de trésorerie, de la liquidité, on l'a déjà vu tout à l'heure, je le remontre. Si je clique sur mes prévisions et sur mon bilan, j'ai le petit menu déroulant du bilan avec les ratios bilantaires et là il va vous sortir les ratios de solvabilité, de trésorerie et de liquidité pour accompagner vos double tests parce que voilà, on demande éventuellement des ratios et donc vous allez pouvoir sortir vos ratios en pourcentage pour montrer la bonne santé de par l'étude de l'actif et du passif au niveau de la trésorerie et de la liquidité. Alors, pour le calcul des ratios dans ANA, les formules de calcul sont-elles figées? Alors, effectivement, elles sont figées. Les ratios que je suis en train de vous montrer, vous ne savez pas les changer. Je fais une pub de 17 secondes parce que ce n'est pas le thème aujourd'hui. Nous avons un deuxième outil, nous avons un deuxième produit qui s'appelle Analysa. Certains l'utilisent déjà, d'autres l'ont déjà vu ou en ont entendu parler. C'est notre petit logo orange. On a Anna et Analysa. C'est un autre logiciel, c'est un logiciel complémentaire qui permet de faire des tableaux de bord sur mesure et donc de créer soi-même ses ratios, ses chiffres clés, ses analyses. Et là, vous faites ce que vous voulez, vous faites du sur-mesure. Mais dans ANA, ils sont figés. D'accord. Alors, donc ça, c'était pour un exemple de double test de liquidité. Et donc, on fera une question-réponse après, quand j'aurai montré le module suivi et l'actualisation du budget. Mais j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. C'est vrai que c'est un sujet, c'est le sujet d'actualité qui fait un peu peur. Une chose que j'ai aussi envie de vous dire et que j'ai fort ressenti ces derniers mois en rencontrant les confrères quand j'étais sur la route, c'est que ça n'a pas fait tilt chez tout le monde, mais c'est un service qui va vous demander du temps et c'est un service qui va, je crois bien, devoir apparaître dans votre plan tarifaire. Et c'est vrai que ça va être un travail relationnel avec vos clients. Parce que oui, c'est un service qui va être payant. Et il va falloir faire passer la pilule au client de se dire oui, tu veux distribuer des dividendes, mais moi je suis obligé légalement maintenant de te faire un double test de liquidité pour que tu puisses obtenir tes dividendes. Et c'est un service que je vais te facturer parce que ça va me prendre, ça dépend de la situation évidemment, ça va me prendre un peu de temps. Et donc là, on pourra en débattre tout à l'heure. Si certains veulent en débattre, on pourrait même ouvrir les micros, sauf si on reste à 45, ce sera peut-être compliqué, on verra. Mais effectivement, je prends l'exemple, vous avez un dentiste qui veut sortir des dividendes, oui, ça la fout mal de devoir lui facturer un double test de liquidité alors que tout le monde sait très bien que tout va bien. Je ne dis pas que tous les dentistes vont bien, mais il y a certains secteurs d'activité où c'est vrai que le test de liquidité va être un peu pénible à faire parce que tout va bien. Mais voilà. Comment Anna pourrait vous aider? C'est je reconstruis la situation et je fais un plan financier jusqu'à 12 mois après la distribution, exactement comme je ferais un plan financier sur une constitution. Ça va? Alors, le module suivi. Le module suivi, c'est le 4e onglet dont on n'a pas encore parlé. Certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. Voilà, ceux qui ne l'ont pas, ça ne va pas prendre longtemps, vous allez un peu comprendre comment ça fonctionne. Le module suivi, il sert à quoi? J'ai créé un plan financier, donc on a créé des ventes, des prévisions, on a des charges, on a une situation bilantaire, et donc on estime, je vais le faire exprès, regardez, on va dans la signalétique ne mettre qu'une année, on va étudier que l'année 2020, ce sera plus clair, voilà. Voilà, on étudie que l'année 2020, et donc dans mes prévisions, j'ai une trésorerie qui, on l'espère, ressemblera à ça, d'accord? Enfin non, on l'espère pas évidemment vu que j'achète ma nouvelle machine. Et j'ai un compte de résultat qui va ressembler à ceci. Le module suivi, c'est quoi? Module suivi, je vais avoir le bouton budget où le logiciel va me proposer un budget mensualisé. Donc mon compte de résultat, on est toujours dans le budget, il est maintenant mensualisé. D'accord? Alors, je vais pouvoir importer des chiffres
du suivi de budget, donc du réel, du réalisé, ce qui s'est vraiment passé. Donc l'année passe, on est déjà au mois d'avril, enfin fin avril même, et du coup dans ma compta, ici je vais aller plus vite, hein, on va pas réouvrir Bob, mais donc j'ai janvier, février, mars, les vrais chiffres, ce qui s'est vraiment passé, que j'ai été chercher dans Bob. Et donc là, si je l'ouvre de nouveau, pour que ce soit bien clair, de nouveau, c'est code, intitulé, débit, crédit, solde, mais ça c'est une balance mensuelle qui ne concerne que le mois de janvier. D'accord? Alors, j'ai deux possibilités. Si je m'occupe du module suivi, je vais faire menu déroulant, et je ne vais pas importer les données, parce que si j'importe des données, il va venir écraser le budget. Il va aller mettre les vrais chiffres de janvier sur le budget de janvier. Moi, ce que je veux, c'est qu'il importe du réalisé. Et donc, je vais mettre importation du réalisé. Et là, il ne va pas écraser. Il va mettre les chiffres de janvier dans le module suivi. Importation du réalisé, importer plan comptable et montant. Je vais chercher le mois de janvier. J'analyse. Je lui stipule bien que c'est janvier. Et j'importe. Alors là, vous avez vu, j'avais 3 fichiers Excel, donc je vais vite prendre février. J'analyse et j'importe. Et je vais vite chercher mars. J'analyse et j'importe. Voilà. Alors, le module suivi, c'est quoi? J'ai mon budget, le budget qui découle de ce qu'on a fait dans les données. D'accord? J'ai mon réel, c'est ce que je viens d'importer. Je viens d'importer les vrais chiffres, ce qui s'est vraiment passé. Et j'ai importé, mais je peux éventuellement encoder manuellement. Hein. Si j'ai des choses à encoder manuellement, je peux le faire. Et le logiciel va me calculer mes écarts. Mois par mois, ici je peux lui demander de faire du mois par mois, donc là je pourrais mettre que janvier, que février ou que mars. Ou ici, ça s'y prête bien, je vais lui demander le cumulé de janvier à mars pour avoir le cumulé du trimestre, appliqué, et il me calcule tous mes écarts. Moi, grande famille par grande famille, ça me fait une belle jambe. Je peux double-cliquer sur n'importe quelle grande famille, par exemple les services et biens divers, et j'ai une fenêtre pop-up avec le détail de mes services et biens divers. Référentiel, ce qu'on avait estimé pour le trimestre. Réel, ce qui s'est vraiment passé. Mon écart favorable ou défavorable en valeur. Mon écart favorable ou défavorable en pourcentage. Le budget de l'année. Qu'est-ce que j'ai déjà mangé du budget de l'année? Manger, vu qu'on est dans les charges, et si jamais on va dans les ventes, évidemment c'est qu'est-ce que j'ai déjà atteint par rapport à l'objectif de l'année. D'accord? Une fois que j'ai étudié mes écarts, je vais pouvoir faire des projections. Et là, les projections, je suis un peu comme dans l'écran de rentabilité tout à l'heure pour faire des simulations. Donc il nous fait en fait un budget actualisé. Regardez, en bleu, j'ai janvier, février, mars, ce qui s'est vraiment passé, et puis j'ai un budget actualisé à partir du 1er avril. Et donc là, je suis avec le client et je lui dis, on avait tels objectifs pour fin décembre, on en est là au 1er avril. Si on veut atteindre les objectifs, il faut peut-être augmenter les ventes de 3%. Du coup, ça va augmenter les approvisionnements de 2%. Il faut licencier une personne sur 10, je sais pas n'importe quoi, et on voit qu'il actualise le budget à partir évidemment du 1er avril. Hein, ce qui est en bleu ne bouge pas, c'est ce qu'on a importé. Et donc je vais pouvoir brainstormer avec le client pour suivre le cap, redresser la barre, voir un peu, faire du suivi de budget mensuel, trimestriel, en fonction de la situation. Une fois que j'ai fait ce brainstorming avec le client, je dois actualiser mon budget, parce que là, mes 3 mois, janvier, février et mars, je les ai importés dans suivi. Par contre, si je vais dans données, et que je clique sur mes ventes, j'ai toujours le budget que j'avais prévu. Donc menu déroulant, et là je ne vais pas importer du réalisé, je vais importer des données. Je vais importer un tableau mensuel de produits et charges. Je vais aller chercher par exemple janvier, on va faire que janvier, hein. Ouvrir, hop, code, tac, tac. Alors ici je peux lui dire ajouter les montants qu'encodés et intitulés sont identiques ou remplacer. Ici je vais remplacer, je vais actualiser le budget. Donc je remplace les montants, valider. Et là regardez par exemple dans mes ventes, voilà, 91 470, il m'a actualisé mon budget jusqu'au 1er février ici vu que je n'ai importé que janvier. Alors attention évidemment ici qu'est-ce que vous devez faire? Menu déroulant et enregistrer le dossier sous. Et dire, suivi client Dupont, budget actualisé janvier, budget actualisé mars, avril, en fonction d'où vous êtes. Parce que si vous comprenez bien la logique de ce que je viens de faire, si maintenant dans le suivi, dans les écarts, je lui demande de comparer juste le mois de janvier, des ventes, tac, appliqué,
bah, j'ai peut-être encore une micro-différence, mais sinon, bah, tout est égal vu que j'ai actualisé mon budget dans données et j'ai importé le réel qui est exactement la même chose du coup, donc je n'ai plus d'écart. Donc faire distinguer vraiment, quand j'importe des données, j'actualise le budget. Quand j'importe du réalisé, je compare ce fameux réalisé au budget que j'avais fait précédemment. C'est un peu la petite nuance entre les deux. Alors, j'insiste bien aussi sur le fait que dans le module suivi, donc c'est un module complémentaire, donc un prix complémentaire, il permet de comparer. Par contre, le fait d'actualiser le budget, et donc par exemple, comme je l'ai fait dans les données, de venir actualiser mes ventes, ça, c'est dans le module de base, vous pouvez le faire. Hein. Vous pourrez très bien avoir un plan financier, avoir les vrais chiffres, et puis importer le tableau mensuel et venir écraser ce que vous aviez prévu pour actualiser le budget. Donc ça, c'est tout à fait possible.